Située à mi-distance entre l'océan Atlantique et la chaîne des Pyrénées, au sein de la plus grande forêt d'Europe, Mont-de-Marsan est la préfecture du département. La ville fut fondée au Moyen-Âge autour de ces 3 rivières, sur la voie de Vézelay, chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était autrefois la principale ville fortifiée des Landes, et on peut aujourd'hui retrouver de nombreuses traces de son passé au détour des ruelles de la ville. Cécile a rendez-vous sur le point haut de la cité, le donjon La Cataille. Tour crénelée monumentale, elle fut construite au début du XIIIe siècle pour protéger la ville. Cécile retrouve Céline Nolibois, guide conférencière de Mont-de-Marsan. Bonjour. Bonjour Cécile, Céline, enchantée. Enchantée. Alors ici, on est sur les toits de Mont-de-Marsan en fait. Tout à fait, on a un panorama vraiment unique sur la ville de Mont-de-Marsan avec quelques monuments clés. Ici, nous avons l'église de la Madeleine, la place du Général Leclerc avec la mairie et puis en contrebas, le complexe du Midou. D'accord. Et alors, ce que l'on sait moins de Mont-de-Marsan, c'est que c'est une ville médiévale? Oui. Effectivement, donc c'est une ville qui a été édifiée par Pierre de L'Aubanner au XIIe siècle avec un château vieux bâti à la confluence et une forteresse, des remparts qui ont permis de protéger la ville et de garder le port fluvial. Et donc là, nous sommes aussi sur le donjon La Cataille. Tout à fait, c'est le donjon La Cataille qui vient du verbe catar en espagnol, surveiller, protéger, puisqu'il avait à l'origine un moyen défensif par rapport à cette muraille, mais surtout il est constitué par la réunion de 2 maisons bourgeoises du XIVe siècle et il abrite le fameux musée d'Espiau-Vlerick. En redescendant de la tour, arrêtez-vous absolument dans le merveilleux musée d'Espiau-Vlerick, niché dans les étages du donjon. Depuis 1962, il abrite près de 22 000 splendides sculptures figuratives françaises du XXe siècle. La richesse de ses collections vous émerveillera. Céline guide Cécile vers le bas de la ville, au bord de la rivière Midouze. Mont-de-Marsan était un port fluvial très important et actif depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. On dit de Mont-de-Marsan que c'est la ville aux 3 rivières. Oui, donc Mont-de-Marsan, elle est surnommée la ville aux 3 rivières. Autrement dit, nous avons le Midou qui coule au premier plan, la Douze qui se rejoignent ici à la confluence ou au confluent et qui forment une 3e rivière nommée la Midouze jusqu'à en amont de Tartas où elle se jette dans la Dour jusqu'à Bayonne. Et donc c'était une voie navigable? Oui, donc la Midouze était la seule voie navigable. Donc on imagine que Mont-de-Marsan était un port fluvial important et actif depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Et donc des gabarres ou des bateaux à fond plat tels que les galupes permettaient d'embarquer des marchandises de l'arrière-pays, donc à savoir du blé de l'Armagnac, des eaux de vie, des vins, mais aussi du goudron, du miel, du bois, de la lande, pour être transportés par ce fleuve jusqu'à Bayonne. Étaient importés ensuite d'autres produits tels que le sel, tels que le poisson, les draps et les fromages de Hollande. Donc il s'est instauré un véritable négoce à ce carrefour d'échanges névralgiques. C'était surnommé vraiment le grenier de toutes les Landes. D'accord. Aujourd'hui, cet ancien espace de négoce est un lieu totalement restauré et emblématique de la ville. Si vous devez y faire une photo souvenir, c'est ici qu'il faut venir poser. Après notre visite de Mont-de-Marsan, Cécile nous guide près de son village, plongé dans la forêt landaise, qui appartient au massif des Landes de Gascogne, le plus important massif forestier d'Europe. Cette forêt landaise a été totalement créée par l'homme. Les pins ont été plantés à la fin du XVIIIe siècle pour stabiliser et assécher le sol sablonneux et humide. Au XXe siècle et jusqu'à nos jours, ces forêts sont exploitées pour la fabrication de meubles, de planchers et de pâte à papier. Cécile veut nous faire rencontrer un de ses amis, Denis Lanus. Il est le maire de son village et le spécialiste du territoire forestier landais et de sa faune.
Denis. Salut. Ça va? Bon alors c'est la bonne heure pour aller à la lagune? Oui, on va aller jeter un petit coup d'œil là, tant qu'on a un petit peu de temps, voir bon, le bétail comment il va. Et du coup, sur des horaires comme ça permet d'évaluer un peu ce qu'il y a aussi comme espèce animale. Oiseaux, notamment les nichés, là, sur la fin de journée. Ça sera en principe le bon moment. Donc là, il y a les vaches. Oui, là, tu vois, elles sont là pendant 3 mois. Et on travaille sur une race en voie de disparition qui est la vache marine landaise. Et bon, là, on les installe sur le site lorsque la végétation est en pleine croissance pour router et entretenir le site au niveau de la végétation qui entoure la lagune. Cécile et Denis nous guident vers un endroit préservé, petit paradis qui ressemble à ce qu'étaient les Landes il y a 2 siècles. C'est la lagune de la Tapie. L'enjeu, c'est la biodiversité, c'est maintenir des espèces? Bien sûr. En fait, les lagunes de Haute-Lande sont des milieux très très particuliers. Du fait de la composition minérale du sol et donc de la végétation qu'il y a autour, donc de la faune qu'il y a dessus, ça va de l'insecte, des amphibiens jusqu'aux oiseaux. Donc on a des espèces endémiques qu'on ne retrouve que sur ces milieux-là. Et cette diversité, on ne la maintiendra qu'en conservant le caractère humide et le caractère comme ça ouvert, à des stades assez jeunes, des milieux environnants. Ah, ils tournent tous là? Non, bien ils aperçu. sont nombreux, hein, ouais. Ces lagunes protégées sont riches en espèces animales. Elles donnent refuge à des milliers d'oiseaux qui changent selon les saisons de migration. N'oubliez pas vos jumelles. Les bords de ces étangs sont des endroits idéaux pour les observer. Ah, ils sont peinards là. Voilà, mais très furtif, ça passe sous la molinie, ça nage, hop. Après derrière en vol, c'est un héron cendré, plus classique. C'est des monstres. Alors les hérons, ils sont... là, ils pêchent les grenouilles, les amphibiens, mais aussi les poissons, puisqu'il y a du brochet sur le site. Ah ouais. 75% des lagunes ont disparu dans les Landes du fait de l'assèchement des marais. Vaches et bonne gestion permettent aujourd'hui de vous accueillir dans ces petites réserves où le temps semble s'être suspendu. C'est donc une gestion humaine très précise qui permet de garder à ces miroirs d'eau leur cadre naturel. Laissant la lagune de la Tapie et les magnifiques oiseaux qu'elle abrite, nous partons maintenant pour un voyage à travers le temps. C'est à bord d'un train centenaire que nous allons remonter au 19e siècle et traverser une petite partie de la Lande. Cécile nous embarque vers un lieu qu'elle connaît bien et qu'elle aime particulièrement, l'écomusée de Marquèze. Ce musée à ciel ouvert reconstitue l'habitat agricole tel qu'il était avant 1900, avant que cette région désertique ne soit exploitée par les sylviculteurs, les planteurs de pin des Landes. Les habitations agricoles étaient regroupées en aériales, un vaste espace que l'on trouve uniquement dans les Landes et qui correspond à une clairière, quelques maisons et leurs dépendances. La conservatrice de l'écomusée, Florence Raguenès, attend Cécile sous un chêne centenaire au beau milieu de la clairière. Bonjour. Cécile. Florence, enchantée. Enchantée. Et alors moi, j'adore venir à Marquèze. C'est un lieu que je trouve magique. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir les petits secrets de l'écomusée. On peut commencer par la maison de maître, par exemple. Allons-y. Donc là, on est au cœur de l'écomusée. Oui, l'écomusée de Marquèze, qui, quand il a ouvert ses portes en 1970, a eu la volonté de reconstituer ce quartier-là tel qu'il était en 1890. Alors 1890 parce que c'est une période clé qui démontre l'évolution du territoire, le passage de la lande à la forêt industrielle et une évolution vraiment majeure des modes de vie ici. Et donc c'est la maison de maître de l'Érial. Oui, c'est la maison. Alors celle-ci était encore dans le quartier de Marquèze en 1970 lorsque l'écomusée a ouvert ses portes. Et combien de personnes en fait vivaient sur l'Érial de Marquèze?
Alors ici, on avait environ une cinquantaine de personnes qui vivaient dans un espace assez ouvert et libre, puisqu'il n'y avait pas de clôture, de séparation entre les différentes maisons. Et pourtant, on a différents statuts sociaux. On a la famille du maître, donc le propriétaire du quartier ou d'une partie du quartier. On a les métayers qui allaient élever les moutons et travailler les terres. Et puis le brassier, la famille du brassier, donc, qui porte ce nom, alors non pas en référence à la bière, comme souvent on peut le penser, mais plutôt parce qu'ils n'ont que leurs bras pour travailler. Donc c'est vraiment la catégorie la plus modeste. Et alors moi, ce que j'adore dans ces maisons hollandaises, c'est cette pièce centrale avec la distribution des autres pièces autour. Oui, la salle commune, effectivement, qu'on retrouve dans la plupart des maisons, avec cette organisation, donc la salle bordée de chambres. Donc on très trouve sobre. Très sobre, voilà, Ouais. effectivement. Et les lits donc sont équipés de grands drapés. Je suppose que c'est pour s'isoler de la température. Oui, voilà. Alors s'isoler du froid, de l'humidité, mais également des regards, parfois, puisque parfois, dans certaines chambres, plusieurs générations dormaient. Donc, il peut être intéressant d'avoir un ciel de lit et un rideau de lit pour se cacher, tout simplement, pour se changer, etc. Il y a la maison du brassier, celui qui louait au maître sa force de travail. Et donc on retrouve cette treille quasiment sur tous les bâtiments. Oui, c'est vrai que sur la plupart des maisons, on a cette treille qui a à la fois une fonction décorative, qui permet de garder un petit peu d'ombrage et donc de fraîcheur l'été, et puis pour également s'assurer un petit peu de vin, alors qui ne va pas être forcément excellent, mais qui permettra de donner un goût un petit peu amélioré à l'eau. Alors là, c'est carrément plus petit. Et là, il n'y a pas de plafond. Voilà, c'est bien plus modeste, effectivement. C'est la maison la plus modeste du quartier. La vraie spécificité, c'est le fait qu'il n'y a même pas de plafond. Donc, on a des ciels de lit encore plus épais que dans les autres chambres des autres maisons. Et effectivement, ça donne vraiment idée du niveau de vie des familles qui vivaient ici. Ouais. La maison des courants d'air, là. Également, voilà, puisqu'il n'y a pas de vitrage. Et oui, il y a des barreaux. Juste des barreaux et des lourds rideaux pendant l'hiver pour isoler un petit peu. D'accord. Et donc là, il y avait quoi? Il y a 2 chambres et le foyer, quoi. Voilà, c'est vraiment très très simple comme disposition, puisque bon, de toute façon, le brassier a une journée de travail assez longue, donc il passe peu de temps dans sa maison. Il fait qu'il mangeait et y dormir. La vie de ces ouvriers agricoles a été captée par un jeune homme de 30 ans, Félix Arnaudin, qui en 1890 a pris conscience de la transformation de la lande, gagnée par les premiers pins que l'on commençait alors à planter. Il a voulu, armé de sa boîte à images, photographier ces modes de vie, ces paysages, cet habitat qui disparaissait. Grâce à Cécile, nous avons aujourd'hui une chance extraordinaire. Florence, la conservatrice du musée, accepte de nous ouvrir les réserves où sont entreposés les tirages originaux des photographies. Alors c'est un fond photographique ancien, donc qu'on manipule avec les gants, puisque de nombreux tirages originaux ont malheureusement été perdus par des méthodes de conservation peu adéquates. D'accord. Et oui, on voit des gens en fait en train de travailler. En fait, c'est des scènes quotidiennes. Voilà, tout à fait. Mais qui parfois étaient complètement mises en scène, puisque finalement ces modes de vie, dans la deuxième moitié du 19e, avaient déjà disparu, ou vraiment pour certains. Donc Félix Arnaudin a artificiellement reconstitué des scènes de travail, de moisson du seigle, ou par exemple. Donc il convoquait des figurants, il leur demandait de venir avec tel outil, tel vêtement, à telle heure, pour avoir telle lumière, et parce qu'il avait vraiment une idée précise de la scène qu'il voulait photographier. Cette démarche était peu comprise à l'époque, mais aujourd'hui on la loue évidemment avec respect, puisque sans cette volonté farouche, on n'aurait pas de traces comme ça de cette société du 19e siècle. Pour pénétrer plus profondément dans la forêt des Landes, Cécile veut nous emmener faire un voyage étonnant et dépaysant sur un cours d'eau surnommé la Petite Amazone. Point de départ de la promenade, la base nautique de Mexico. Et c'est avec Dominique Antalic, le président de l'association de loisirs, que nous embarquons. Donc là, évitez de Faut tomber à l'eau. prégayer à droite ou prégayer à gauche? Ah, là, peut-être comme ça. Comme ça? Allez, vas-y. Donc moi, je fais toujours dans le même sens, c'est toi qui gères? Oui, tout à fait. À l'arrière, c'est moi qui dirige. Oh, c'est royal, j'ai Faut que rien tu à faire, pagaies alors. toujours à droite.
Au XIXe siècle, la Leyre a tenu un rôle important puisqu'elle servait au transport du bois. Puis, au milieu du XXe siècle, ce trafic est abandonné. La végétation a repris ses droits. Et la rivière, elle est navigable comme ça sur une longue distance? Tout à fait, enfin tout le long. Depuis la base de Mexico, il est navigable jusqu'au niveau du bassin d'Arcachon. Voilà, donc on peut faire l'intégralité de la rivière en plusieurs jours. C'est donné pour 3 à 5 jours de navigation. Une balade vraiment très sympa à faire. Et cette rivière, qui est d'ailleurs un fleuve, hein, puisque ça se jette dans le bassin d'Arcachon. Je ne savais même pas la différence entre rivière et fleuve. Fleuve, c'est qu'elle se rejette directement dans la mer. Voilà, le fleuve, c'est un cours d'eau qui va se jeter dans la mer ou dans l'océan. D'accord. Et comme la Leyre se jette dans le bassin d'Arcachon, qui lui-même se jette dans l'océan, c'est un fleuve. La Leyre, qui court sur ses 110 km à travers les Landes, permet au bassin d'Arcachon, grâce à un effet de chasse, de ne pas s'ensabler. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu vois sur les berges tous ces arbres qui sont penchés. Ça, c'est ce qu'on appelle la forêt-galerie, d'où le surnom de la Leyre qu'on appelle la petite Amazone. C'est parce qu'en hiver, il faut voir que la crue a un niveau d'eau de 2 mètres. Là, on est à 40 cm, ça monte bien à 2,50 m. Ah ouais. Donc ça érode les berges en sable. Tu as les arbres qui se penchent, comme on voit là, qui font un tunnel végétal tout à fait naturel. Et au fil de l'hiver, ils tombent progressivement dans l'eau. Donc on n'imagine pas qu'en hiver, la rivière qui est si tranquille là peut être vraiment dangereuse. C'est vrai que c'est une rivière vraiment magnifique. On est vraiment en immersion totale dans la nature. Et c'est vrai que moi je m'en lasse pas.